Paris Vécoué à Maïso. Personne ne conteste le fait que la mobilité des humains d'un territoire à l'autre a contribué, contribue, et contribuera toujours au développement économique, social et humain. La mobilité des personnes, des biens, des services et du capital dans l'histoire de l'Afrique est une constante, même si cela n'a pas toujours été suffisamment documenté. Or, la mobilité ne doit pas rimer uniquement avec la migration, mais avec le changement, la transformation, et la mutation d'un peuple vers une vivre ensemble résilient, ce grâce à l'apport de la diversité, et au-delà, l'augmentation de la richesse créée et partagée. La mobilité lorsqu'elle devient équivalent à la migration circulaire notamment en Afrique est source de création de richesse et de solidarité. La question n'est donc pas là. La question est l'incapacité collective et individuelle de dirigeants d'organiser stratégiquement la mobilité et les migrations en Afrique pour en tirer le fameux dividende de la mobilité. Dans le cas africain, les ex-colonisateurs ont tout fait pendant près de 400-500 ans pour fragmenter l'Afrique dans tous les segments de ce qui fonde le vivre ensemble et la solidarité. Par ailleurs, les États-nations issus de la décolonisation, considérés comme des victoires en termes d'indépendance juridique et politique par les dirigeants africains, se révèlent de plus en plus comme un piège pour avancer vers l'unité des peuples africains, qu'ils soient en Afrique, dans la diaspora africaine ou se définissent comme des afro-descendants. Alors on fait comment, hein, pour ne pas paraphraser la fameuse phrase « Que faire de Vladimir Ilitch Lénine ?» 2. Circuler librement en Afrique pour les Africains, une gageure. Source, https://franquet.rt.com/magazine/africonnect/108239 bientôt fin visa partout Afrique. Au-delà de ce panafricanisme des peuples, c'est l'unité territoriale qui pose problème. L'Union africaine, une entité regroupant les chefs d'État et non les peuples, fonctionnant sur un mode non démocratique, n'arrive pas à offrir un espace commun parce qu'elle refuse, je répète, refuse de lever l'intangibilité des frontières coloniales africaines. Or, sans une solution politique à la levée de ces frontières coloniales non sollicitées par le peuple africain, ces mêmes chefs d'État espèrent d'ici 2063, parvenir à une intégration régionale et continentale. Concrètement, il est question d'avancer vers une suppression complète du visa, sous la forme d'un passeport commun aux Africains et à toutes les diasporas africaines et ce dans une zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, ZLECA ou ZLEC selon. Or, ni les infrastructures et les infostructures continentales d'interconnexion de l'Afrique que ce soit au niveau aérien, ferroviaire, fluvial, maritime, digital, ne sont encore en place. Mieux, il n'y a pas de monnaie commune africaine, encore moins une banque centrale africaine ou un fonds monétaire africain, une banque d'investissement et une bourse des valeurs mobilières continentales et des cryptoactifs. Alors les dirigeants africains sont persuadés qu'en supprimant les visas ou en mettant en place les visas électroniques, il y a progrès. Cet optimisme est corroboré par seulement 5 ou 6 pays africains sur 55 qui acceptent de supprimer les visas pour les Africains à la fin de 2023. Mais pourquoi cette lenteur? Bref, la mobilité intra-africaine pour les Africains, mais aussi pour les non-africains, n'est pas vraiment au rendez-vous en 2023-2024. Faut-il l'espérer en 2063 comme le suggère l'Union africaine? Certainement pas si les progrès se font à la vitesse lilliputienne comme maintenant et surtout si le manque de volonté et la corruption font office d'un sport africain proliférant dans l'impunité collective. La réalité est qu'il est plus facile et moins cher pour une personne en Occident de circuler en Afrique qu'un Africain de circuler sur son propre continent. 3. Entre les objectifs d'une Afrique sans frontières, sans visa et une libre circulation des personnes, des biens, des services et du capital prônée par l'Union africaine d'ici 2063, la réalité de la mobilité intra-africaine demeure une gageure, surtout par la route, ce à cause des points de barrage informels ou des douaniers indélicats, sous couvert d'une impunité et des salaires peu attractifs. Rappelons tout de même que la libre circulation des Africains, c'est aussi la libre circulation des approvisionnements, autrement des importations et des exportations. Or, en limitant la mobilité des Africains, ce sont les échanges de biens, des services,
de la technologie et de la connaissance qui sont freinés. Une prise de conscience collective s'impose. 3. Vivre ensemble en Afrique, avec ou sans frontières. Vouloir mettre fin à des visas pour tous Africains qui souhaitent circuler en Afrique et s'en servir pour promouvoir la zone de libre-échange continentale apparaît certes comme une avancée. Sauf qu'en réalité, il s'agit d'une fuite en avant des chefs d'État africains pris collectivement. En effet, il faut régler la notion de frontière et donc de l'intangibilité des frontières coloniales, inscrites dans le marbre africain comme gage de stabilité. Or, la fragmentation des États en Afrique repose sur une culture nationaliste, héritée de l'État-nation, une entité héritée des vestiges des frontières coloniales. Cette approche nationaliste s'oppose à celle du panafricanisme qui rappelle la réalité historique d'une Afrique sans frontières coloniales. Or, la notion de frontière selon la culture africaine repose sur la notion de solidarité héritée de la Mahat de l'Égypte ancestrale des pharaons noirs. Il est question d'accepter sur la base d'un engagement individuel et collectif, souvent fondé sur des préceptes spirituels ou divins, les modalités du vivre ensemble. Celles-ci s'accompagnent des règles et comportements qui doivent régir celles et ceux qui les acceptent afin de trouver pacifiquement et selon des modalités convenues à l'avance, un consensus sur le mode de prise de décision et règlement des conflits. Il s'agit donc bien d'une décision des humains, même si la géographie peut parfois faciliter les délimitations. En réalité, il n'y a pas de frontières naturelles telles que les fleuves ou les montagnes ou même les mers, puisqu'il est possible de créer des ponts, des tunnels, d'escalader ou de naviguer et retrouver une forme d'acceptation du vivre ensemble. Une langue peut servir à imaginer une frontière. Mais la langue ne peut être une frontière. Donc, il s'agit bien de conventions et d'arrangements des humains pour fixer ou pas une frontière. Si certaines frontières sont reconnues et d'autres pas comme les nombreux conflits territoriaux en témoignent, il faut bien comprendre qu'il s'agit en définitive d'un rapport de force entre celui qui va imposer sa convention de l'espace et celui qui ne pourra pas le faire. La frontière reconnue relève donc bien d'un rapport de force à un moment ou un autre dans le temps et suppose une reconnaissance par un grand nombre d'autres États-nations. Sans territoire, sans reconnaissance extérieure, il est difficile pour les espaces autoproclamés d'accéder à la notion d'État-nation, encore moins de clarifier leurs frontières. Le vivre ensemble ne suffit donc pas. Le caractère mouvant et agile d'une frontière conduit à parler de zone frontière ou d'espace tampon pour signifier justement qu'il n'y a pas de limite formelle entre un espace et un autre, entre un groupe culturel, linguistique, ethnique, politique, etc. et un autre. C'est donc bien la convention et les forces que les populations acceptent de donner à cette convention qui finissent par parcelliser le principe du vivre ensemble malgré les appartenances à des espaces sociologiques, physiques, culturels et économiques divers. Paradoxalement, et contrairement à la croyance populaire, c'est bien la frontière qui limite la propension à s'organiser pour vivre ensemble et non le contraire. Sans les frontières, les humains sont conduits à accepter une forme d'appartenance multipolaire, ouvrant la voie à la neutralisation de la hiérarchisation des espaces et des cultures, et donc de la neutralisation du racisme. Les frontières sont des formes avancées de structuration de l'espace à des fins d'appropriation exclusive. Cette forme de rejet de l'inclusivité de l'autre se perpétue grâce au rapport de force sauf si un projet politique tente d'y mettre fin, dans un espace donné, en espérant un jour au plan mondial. Le choix politique sous-jacent à la délimitation de la frontière relève lui aussi de la connaissance historique des origines de l'État-nation dont se réclament certains nationalistes. L'Afrique des dirigeants peine à écouter ces populations qui n'ont de convention que celle d'une Afrique sans frontières, comme avant l'invasion et la barbarie coloniales assimilées à de la civilisation, alors qu'il s'agissait d'abord d'une fragmentation pour mieux contrôler les Africains. 4. Pour ce faire, il fallait s'assurer que les droits qui allaient s'appliquer dans les frontières occidentales ne s'appliquent pas dans les frontières africaines. C'est la négation de l'humanité de l'autre, ce qui caractérise le crime du colonialisme, un crime contre l'humanité qui suppose la négation de la culture africaine. Il fut donc question d'une frontière coloniale sans souveraineté et donc sans dignité et autodétermination. La persistance de chefs d'État africains ne représentant pas leur peuple sur une base démocratique et du vivre ensemble s'explique justement par la persistance de la prolongation de l'État colonial remanié pour servir des intérêts étrangers. Cet État post-colonial est un État raccommodé
idée qui a besoin de l'intangibilité des frontières pour se perpétuer et se renouveler. Ne pas le comprendre a conduit le peuple africain à s'en prendre uniquement aux représentants de l'État et ex-colonisateurs en oubliant de considérer la forte responsabilité des responsables africains en mode procuration quand il ne s'agit pas de sous-traitance. Le pire est lorsque cela s'opère sous la forme de la servitude volontaire, contraignant à terme les peuples africains à une libération mentale, puis politique et économique pour retrouver leur souveraineté territoriale au sein de frontières qui ne manqueront pas de s'élargir jusqu'à recouvrir l'ensemble de l'Afrique sans frontières, l'Afrique d'avant l'arrivée des colonisateurs. Le vivre ensemble en Afrique n'est possible que lorsque les frontières imaginaires ou réelles, imposées ou créées, sont abolies. Comme chacun avance à son propre rythme avec les amalgames et les confusions sur le panafricanisme, l'Afrique, sans les frontières coloniales, pourrait avoir besoin de même nombre d'années, soit 2 siècles, pour effacer les traces, dites indélébiles, de la culture d'agression coloniale. Encore faut-il de la volonté et de la connaissance de l'histoire africaine racontée par des Africains. 4. Frontières africaines du XXe siècle, vestiges de l'agression coloniale occidentale. Historiquement, l'Afrique n'avait pas de frontières délimitées. Ce sont les puissances coloniales occidentales qui, unilatéralement se sont partagées l'Afrique au cours de la conférence de Berlin. 5. 1884-1885. Cette division de l'Afrique sans les Africains reposait sur le fait que les populations de l'Afrique ne pouvaient être des égaux en tant qu'humains, ni en droit. Il s'agit au pire d'animaux, au mieux d'un bien meuble dont on pouvait abuser. De fait, l'espace que les Africains occupaient depuis la création du monde est devenu, unilatéralement, une propriété de ceux qui au début du XXe siècle se considéraient comme les maîtres du monde, grâce à une avance technologique passagère dans le domaine militaire. Ces frontières imposées par les puissances coloniales occidentales ont été tracées pour empêcher d'abord toute forme de réunification du continent, avec en filigrane, l'objectif d'assurer et d'empêcher la mise en cause de l'hégémonie, de l'expansionnisme et de la domination occidentale, sous toutes ses formes. Or, pour réussir dans le long terme un tel objectif machiavélique, il fallait absolument nier, détruire, puis remplacer les cultures africaines. Il suffisait alors de substituer les matérialités ethniques, linguistiques, religieuses, sociales, économiques et politiques des peuples africains par celles provenant du maître colon, transformés pour l'occasion en maîtres civilisateurs. Or, ce dessein universaliste de colonisation de la pensée mondiale par la pensée occidentale n'a pas disparu et est à l'origine des alliances du G7, de l'OTAN et de ses partenaires officiels ou officieux. C'est cette forme d'impérialisme qui justifie le positionnement du G7, de l'OTAN et ses alliés sur toutes les formes de colonisation de la culture, du territoire et des matières premières d'autrui. 5. Les dirigeants africains incapables de lever l'intangibilité des frontières coloniales. La gestion de l'héritage colonial des frontières africaines n'est qu'une succession d'erreurs stratégiques doublée d'un manque de volonté collective chronique des dirigeants africains. Ces derniers, en refusant d'écouter le peuple africain, qui aspire à retrouver son unité ancestrale, ont choisi l'hypocrisie et le double standard. Ils ont opté, d'une part, pour les annonces d'unité africaine et d'intégration régionale aux dépens de pratiques inverses de stabilisation du statut colonial et, d'autre part, pour le principe d'intangibilité des frontières, que les guerres souvent importées en Afrique ont contribué à mettre en cause dans une logique de parcellisation des nations et des pays et moins dans la logique d'avancer vers une confédération d'États et de nations. La question de savoir si l'Union africaine est incapable de s'unir, d'opter pour un passeport commun et de lever l'intangibilité des frontières, 6, demeure une actualité brûlante. Depuis les années 1885, le processus de délimitation des frontières s'est poursuivi avec une forme d'apogée incongrue en 1964 lors du sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, à savoir, une résolution spécifique a été adoptée pour maintenir l'intangibilité des frontières africaines. 7. Il s'agit de la résolution A.H.G./16 du 21 juillet 1964 qui proclamait que tous les États membres, de l'OUA, s'engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l'indépendance. En filigrane, il s'agit d'appliquer un droit romain devenu un droit international dit la règle de l'uti possidetis. Cette règle censée préserver la paix et éteindre les conflits constitue une injustice fondamentale dans le temps pour les peuples africains. Cette règle stipulait en latin que de la façon dont vous possédez,
une chose, un territoire, point, vous possédiez ainsi, cette chose, à l'avenir. C'est un principe qui préserve de facto le statut quo, autrement dit, empêche toute correction des injustices héritées de la conférence occidentale sur le partage de l'Afrique en 1884-1885 et surtout les amplifie avec les guerres par procuration sur le sol africain. Pour contester l'intangibilité des frontières africaines, toute revendication territoriale de la période postcoloniale faisait alors l'objet d'un contentieux devant la Cour internationale de justice où trouver ou pas des solutions dans une guerre sur le terrain, une guerre de procuration, dès lors que les principaux pays occidentaux sont les premiers fournisseurs d'armes pour s'assurer un retour sur investissement. Une fois la situation temporairement immobilisée comme pour le territoire du Sahara occidental qui demeure un conflit ouvert entre le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie et l'État sahraoui suite la reconnaissance par loi de la République arabe sahraoui, un État revendiqué le Front Polisario. L'émiettement de l'Éthiopie avec l'Érythrée et en discussion la région du Tigré. L'annexion d'une partie de la République démocratique du Congo avec un conflit ouvert avec le Rwanda et indirectement avec l'Ouganda. Les tentatives de sécession soutenues par l'Occident comme le Biafra au Nigeria, le Katanga au Zaïre, actuel RDC, le Soudan Sud et la guerre actuelle au Soudan n'ont sans rapport avec des territoires annexés par l'Égypte. La Libye entre avec le gouvernement de Tripoli soutenu par l'Occident et le gouvernement de Benghazi / Misrata, et se taira. Les nombreux conflits frontaliers comme celui du Togo britannique entre le Togo et le Ghana, la bande d'Aouzou ou le Darfour entre le Tchad, la Libye et le Soudan, et se taira. Le principe de l'intangibilité des frontières finit par générer des conflits territoriaux qui, à leur tour, finissent par se transformer en de véritables guerres de déstabilisation du territoire africain. La preuve est une référence à l'intervention insensée de l'OTAN en Libye et ses conséquences dans le Sahel ou le conflit d'ingérence en République démocratique du Congo. Sans volonté entre les pays concernés et malgré la décision de la Cour internationale de justice, les dossiers reposant sur l'intangibilité des frontières africaines divisent l'Afrique. Le droit international a fait place aux relations internationales et la loi du plus fort. Autrement dit, les chefs d'État qui luttaient collectivement pour leurs indépendances juridiques, politiques et économiques sont les mêmes qui individuellement et collectivement ont consacré le maintien des frontières coloniales dans la période post-colonisation. Ce manque d'unité que les livres d'histoire de l'Afrique résument souvent à l'opposition entre les deux grandes théories divergentes des chefs d'État africains en 1963, à savoir d'une part, l'unité africaine par une approche fédéraliste et l'unité africaine par une approche de l'Afrique des États, née de l'héritage d'un découpage arbitraire des colonisateurs occidentaux. 6. Retrouver la dynamique d'une Afrique sans frontières. En 1963, deux groupes s'affrontaient au sein de la défunte Organisation de l'Unité africaine. Certains bénéficiaient d'un appui extérieur notable et ont fini par l'emporter. Il s'agit du groupe de Casablanca considéré comme des progressistes avec entre autres, les présidents guinéens Sékou Touré, le Ghanéen Kwame Nkrumah qui ont milité pour la création d'un État fédéral africain doté d'un gouvernement, d'un budget, d'une armée, d'une monnaie commune, et de banques africaines, et du groupe de Monrovia considérés comme des conservateurs, avec entre autres, les présidents ivoiriens Félix Houphouët-Boigny, malgache Philibert Tsiranana, Léopold Sédar Senghor, et Sélassié qui ont milité pour maintenir l'Afrique dans le giron des anciens colonisateurs par des formes nouvelles, spéciales et secrètes.